Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique sur France 3 à Bourgogne. Occupation d'universités, barricades, débats, des centaines de milliers de personnes dans les rues. Une France paralysée par les mouvements sociaux, la plus grande grève générale de son histoire. Il y a 50 ans, un vent de contestation soufflait sur notre pays. Le mouvement de mai 68 allait bousculer la France pendant plusieurs semaines. Cette lutte contre la société traditionnelle et l'autorité, impulsée par les étudiants et les ouvriers, a engendré un changement radical de société. Alors, 50 ans après, quel héritage a laissé mai 68 ? L'esprit de mai 68 est-il toujours présent dans les universités et dans notre société ? Les mouvements sociaux d'aujourd'hui peuvent-ils converger et devenir un nouveau mai 68 ? On en débat ce matin avec mes invités. Jean Vigreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. On aura votre regard d'historien, mais aussi de professeur d'université d'aujourd'hui dans cette émission. Marcel Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui bourguignon, mais vous étiez étudiant à Nanterre en 1968. Tout à fait. Vous avez connu les événements bien avant le mois de mai, d'ailleurs, du côté de Nanterre, avec quelques personnalités célèbres dont nous reparlerons sans doute. Sébastien Mirec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le référent de La République En Marche en Côte d'Or. Avec vous, on fera aussi le lien avec les débats d'aujourd'hui qui agitent la société et qui questionnent la politique d'Emmanuel Macron. Lournoir-Clair, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'UNEF Bourgogne. On regardera comment ça se passe aujourd'hui dans les universités. Puis on entendra aussi votre regard d'étudiant de 2018 sur ce mouvement de mai 68. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette émission en direct ce dimanche. Vous qui nous regardez, vous en avez l'habitude. Vous pouvez commenter cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DimpolBourgogne. Avant de confronter les regards des uns et des autres et les points de vue, retour sur ce printemps 1968 chez nous à Dijon avec Michel Gillot et Christophe Gaillard. Au printemps. Mars 68, c'est le printemps. Mais sur le campus dijonnais, à quoi sert le printemps si les étudiants ne peuvent pas rendre visite aux étudiantes et réciproque ? C'est le départ de l'affaire. La libre circulation dans les cités universitaires, c'est une liberté qui a été revendiquée très vite. On a occupé pendant 15 jours, 3 semaines, les pavillons en alternance, la nuit pavillon de filles, la journée pavillon de garçons. Et on a obtenu rapidement, relativement rapidement, la liberté totale de circulation. Le 3 mai, après l'intervention des CRS à la Sorbonne, il y a un appel qui est fait. Donc c'est Jacques Sauvageau, qui était ancien Dijonnais, ancien président de la Corpo de Lettres, qui assure la présidence de l'UNEF. Sauvageau lance cet appel à un soutien généralisé, et voire à la grève générale peu de temps après. Parce que c'était la première fois depuis 1231 que les policiers rentraient sur un campus, donc c'est insupportable. Les profs dijonnais démarrent aussi vite que les étudiants. Depuis plusieurs années déjà, ils ne supportent plus le mandarinat et le fonctionnement très hiérarchique de l'université. Bientôt, le rideau se lève sur le troisième acteur du mai 68 dijonnais et pas des moindres, le monde du travail, industrie, services publics, grands magasins. Au plus fort du mouvement, entre le 20 et le 25 mai, 40 000 personnes sont en grève. 6 mai, 9 mai, 11 mai, 13 mai, les manifs s'enchaînent, certaines sont à contre-courant. À Dijon, l'anti-mai 68 donne de la voix et parfois plus. Les étudiants de droite et d'extrême droite ont un allié de poids, le SAC, Service d'action civique, une officine gaulliste assez musclée et bien implantée. Le SAC régnait en maître à la mairie, il ne faut quand même pas l'oublier. Bon, après, Robert Poujade l'a dirigé, même personnellement, mais le SAC était omniprésent. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai Pour autant, à Dijon, pas. les affrontements furent rares et les forces de police plutôt discrètes. 50 ans plus tard, ce qui tient le haut du pavé dans la mémoire des acteurs du mai 68 étudiants, c'est plutôt le souvenir d'un émerveillement. Le souvenir d'un émerveillement, Jean Vigreux, c'était ça aussi, mai 68 ? Oui, ça participe à ça. Ce sont des rencontres inattendues. C'est la libération de la parole. Déjà, c'est important. D'aucuns vont prendre pour la première fois la parole en assemblée générale. On invente le mot âgé véritablement. On a vu là dans les photographies les amphithéâtres et les revendications des étudiants, mais aussi la rencontre avec les ouvriers, puisque c'est ce qui caractérise ces 8 semaines qui ébranlèrent la France. Vraiment, c'est un temps long qu'il faut prendre. Rencontre des étudiants, rencontre des ouvriers, des salariés. On a évoqué aussi le rôle des enseignants, du supérieur, les jeunes assistants qui ont un rôle important puisque la fac commence à se démocratiser. On a des centaines de milliers d'étudiants qui arrivent, excusez-moi. On passe à peu près 400 000, 500 000 étudiants en France. Donc il faut encadrer tout ça, il faut des TD. Et les jeunes assistants ont un rôle important. C'est un des premiers aspects sur cet émerveillement. Mais en même temps, il faut le regarder par rapport à un jeu d'échelle.
Vous avez ici la province, la Bourgogne. On a dit c'est le 4 mai que ça débute, puisqu'il faut être solidaire avec les étudiants parisiens. C'est le fameux « Libérer nos camarades » qui lance véritablement le mouvement, cette solidarité. Mais c'est un aller-retour Paris-province. Et puis, il faut le regarder à une échelle beaucoup plus globale, internationale. C'est les contestations de la guerre du Vietnam, c'est l'assassinat de Martin Luther King, c'est ce qui se passe en Tchécoslovaquie, et c'est ce qui se passe aussi dans les Suds. Il y a un mai 68 au Sénégal au même moment. Donc, il faut le regarder dans des contestations, des carcans anciens, de l'ordre ancien qui est en route face à l'ordre bipolaire de la guerre froide. Marcel Petit, vous, en mars 1968, on remonte un petit peu en arrière, vous vivez les événements du côté de l'université à Nanterre. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui motive finalement ce début de lutte, on va dire? Alors, tout au départ, c'était une revendication un peu stupide d'avoir une mixité sur le... On l'a entendu, c'était la même à Dijon. Voilà. C'était un peu étrange. Et puis, il y a eu un bouillonnement, un mélange justement de classes, de choses, de gens qui allaient voir, d'étudiants qui allaient voir les travailleurs, qui allaient aux usines. Et puis surtout, une discussion, tout azimut sur quel avenir, quelle chose, où va-t-on? Et c'est ça peut-être qui a le plus d'importance, avec bien sûr la grève générale. 8 millions de grévistes, c'est impressionnant. Et une France qui était complètement paralysée. Vous parlez comme Jean Vigreux de ces échanges qu'il y avait entre étudiants et ouvriers. Oui. Aujourd'hui, ça paraît très loin. Je ne sais pas si Lou Noirclair nous dira qu'il y en a encore, mais c'était la spécificité aussi de mai 68 et c'est ce qui a permis finalement que ce mouvement prenne de l'ampleur, selon vous? Tout à fait. Peut-être qu'à l'époque, la plupart des étudiants organisés étaient d'obédience marxiste, pour comprendre un peu. Oui, oui. Donc le prolétariat était un mythe, une sorte de chose inatteignable. C'est-à-dire que vous, étudiants, parler avec un ouvrier, c'était un truc génial, j'ai envie de dire. Tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, l'étudiant rêve peut-être d'être ingénieur, médecin, que sais-je. Non, tout à fait. Vous aviez envie d'échanger avec les ouvriers. Pourquoi c'était un mythe? Eh bien, parce que c'était une idéologie qui était très implantée dans le milieu étudiant sur la révolution, quand même. Mais la révolution du point de vue, historique. On avait l'impression d'être en 1905. C'est-à-dire que c'était une répétition générale d'une révolution à venir. La suite nous montra que non. Mais bon. Il y a eu la répétition et puis voilà. Après ces quelques semaines de mobilisation, tout s'est arrêté. On y reviendra sans doute. Ouais. Lou Noirclair, quand vous écoutez l'étudiant de mai 68, est-ce que vous vous dites c'était un autre monde? Est-ce que vous vous dites on pourrait avoir les mêmes revendications, les mêmes ambitions pour cette société? Il y a des similitudes certaines entre mai 68 et les mobilisations qu'il y a actuellement, et même la société, enfin l'avant mai 68 et la société actuelle. Bien que la société ait vraiment évolué, il y a quand même de grosses similitudes, notamment dans le pouvoir politique et dans la volonté politique. Là, on a entendu l'élément déclencheur à Nanterre, mais mai 68, comme le disait Jean Vigreux tout à l'heure, c'est vraiment un ensemble de problématiques qui ont amorcé les révoltes, et notamment une qui est la sélection à l'entrée de l'université. Déjà en mai 68, on en parlait, en 67, 68, parce qu'il y a eu un boom démographique, on est passé de 200 à 500 000 étudiants extrêmement rapidement. Actuellement, on connaît aussi ce genre de problématique avec un nombre d'étudiants croissant. À la rentrée 2018, on aura jusqu'à 40 000 étudiants 40 000 nouveaux étudiants à l'entrée de l'université. Et déjà à l'époque, le gouvernement parlait de sélection scolaire. Actuellement, on parle encore de sélection. Parcoursup. Et Parcoursup. Et cette sélection, c'est simplement une assignation. Enfin, ça peut être vu, et c'est simplement une assignation en résidence. C'est dire à quelqu'un, parce qu'il habite à un tel endroit, qu'il a moins de chances de réussir que quelqu'un d'autre. Et c'est totalement insupportable. Et ça se ressent effectivement chez les étudiants et dans les mobilisations étudiantes en ce moment et depuis le début de l'année.
Sébastien Mirec, vous représentez cette nouvelle génération qui a suivi Emmanuel Macron depuis et avant même son élection à la présidence de la République. Comment vous regardez cette période et est-ce que vous pensez qu'elle nous apporte des choses pour aujourd'hui ? Alors, je vais déjà répondre en premier sur la sélection à l'université. Même si on va y revenir, ne vous inquiétez pas. On va y revenir, je pense, mais je voudrais que les choses soient claires. On parle d'orientation, de réussite des étudiants. C'est le plan ORE. Et donc, ce plan étudiant, on est là pour la réussite des étudiants. Et le gouvernement, en tout cas, c'est ce qui a été dit et c'est ce qui sera fait. Donc, l'orientation de ces étudiants dans les bonnes filières. Il y a eu des postes qui sont supplémentaires qui ont été créés cette année. Il y a 19 000 postes qui ont été créés. Ce plan a mis fin au tirage au sort, qui était une injustice, et donc on veut une université plus humaine, donc ça c'est vraiment l'objectif. Et puis de la réussite, il faut des parcours personnalisés, donc voilà. Et puis s'intéresser aux étudiants, j'ai été étudiant, donc voilà. Après pour la similitude par rapport 68. à mai 68. Voilà. Mai 68, je ne l'ai pas connu à titre personnel, ni à titre familial, parce que ma famille est arrivée en France après mai 68. Par contre, j'ai, au niveau de l'histoire, écouté et entendu les personnes qui en parlent, qui l'ont vécu. À la fois au niveau local et au niveau national. Est-ce qu'il y a une similitude par rapport au mouvement actuel ? Il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est qu'à l'époque, mai 68, la contestation venait des étudiants. Vous l'avez bien dit auparavant, partait des étudiants. Et ce n'était pas un mouvement qui était politisé initialement. Les étudiants avaient des idées, mais... Marcel Petit nous dit que le marxisme était très présent, donc c'est une forme de politisation quand même assez nette. Le mouvement était tenu quand même par les étudiants au départ, et puis après il y a eu les ouvriers, les syndicats qui ont pris les choses. Actuellement, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Il y a un petit groupe d'étudiants qui ont... contesté le plan étudiant, mais en tout cas on n'est pas dans une... Est-ce que la plus grande différence, ça n'est pas que la culture a changé et j'allais dire la chance du gouvernement et d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a plus cette culture de la lutte, cette culture du combat social. On voit bien qu'on peine par moments à rassembler dans les rues. Les syndicats, les mouvements de gauche ont du mal à rassembler et du coup, il y a une fenêtre de tir, j'allais dire, pour Emmanuel Macron de faire passer des réformes malgré une contestation qui n'arrive pas à mobiliser. Le mouvement politique d'Emmanuel Macron, En Marche, dont je suis le référent en Côte d'Or, est un mouvement ouvert. On est à la fois de gauche, à la fois de droite, et on n'a pas ces clivages-là. Et donc on est vraiment dans une réflexion d'ouverture, et c'est ce qui a fait notre ADN, c'est ce qui fait notre ADN d'En Marche. Un gouvernement, pour faire passer des réformes, il faut que la contestation soit assez limitée. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression, on parle beaucoup de la convergence des luttes, on y reviendra. On a vu les manifestations du 1er mai, il y a du monde, les syndicats ne sont même pas capables de se mettre ensemble pour manifester. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Alors la méthode du gouvernement reste la même, c'est la concertation. Et chaque réforme qui ont été travaillées, dont la première sur la moralisation de la voie politique, il y a de la concertation. Il y a de la concertation, et il y a un point important aussi, c'est les choses qui ont été dites pendant le programme présidentiel sont faites, on l'a dit, on le fait. C'est peut-être pour ça que ça peine à mobiliser. Marcel Petit, aujourd'hui, cette culture de la lutte que vous avez connue, elle n'existe plus, elle existe moins. C'est-à-dire avec cette culture de la lutte, il y avait aussi un désir énorme de libéralisation de la société. On étouffait sous le gaullisme un petit peu. Et donc ça, c'est la conjonction des deux qui ont fait qu'il y a eu cette ouverture fabuleuse, cette envie de changement. Et on était la génération gaulliste. Moi, j'ai connu que De Gaulle de 10 ans à 20 ans. Et c'était quand même un carcan. Par exemple, il y avait l'ORTF, était vraiment, comment dire, je vais dire muselé, parce que c'est un peu... Par le pouvoir en place. Voilà, c'était vraiment la voix de son maître, un peu. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, les formes sont protéiformes, sont très différentes. Qu'on mobilise moins aujourd'hui qu'hier. On n'arrive plus à créer un mouvement. Je pense que les amis de Noir-Clair, ils aimeraient bien mobiliser plus. Il faut être relatif parce que je me rappelle que Le Monde titrait avant 68 « La France s'ennuie ». Et ils se sont trompés quand même lourdement.
Enfin là-dessus, sur l'éditorial de Viançon-Pontet, qui est un classique, sur La France s'ennuie, je suis d'accord, c'est le titre, mais en même temps, il pointait à l'intérieur de son éditorial tous les dysfonctionnements de la société, c'est-à-dire les enjeux d'une croissance très forte, mais qui n'était pas partagée. Il y avait des travailleurs pauvres, les OS étaient mal payés, c'est-à-dire qu'il y avait aussi tout un enjeu de revendication sociale qu'il ne fallait pas perdre de vue. Et là, vous voyez les similitudes. Il y en a, c'est les inégalités croissantes, c'est-à-dire, en fin de compte, d'un côté, une France, entre guillemets, des riches et le reste. Et d'un autre côté aussi, jamais perdre de vue ce qui commençait à apparaître. 67, avec les ordonnances, on a changé la sécurité sociale, on a créé la NPE. Et celui qui était appelé Monsieur Chômage à l'époque, c'était Jacques Chirac, parce qu'on commençait à poindre le début du chômage. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est dans un chômage de masse, etc. Mais il y avait déjà ces enjeux-là. En revanche, oui, ce qui a changé, c'est la composition de la société. C'est plus la même. On avait encore 3 millions de paysans. Alors, on a pu mobiliser différemment. N'oubliez pas qu'en 68, ce qui fait le catalyseur de la mobilisation, c'est que vous avez encore un parti communiste à 300 000 adhérents, qui est un 5e de l'électorat en France, qui a un enjeu aussi particulier de comment est revenu le général de Gaulle au pouvoir en 1958, sur la sortie de la guerre d'Algérie. Il y a tout ça aussi qui marque la société dans laquelle on est. Aujourd'hui, on a peut-être plus ça. Ça, c'est effectivement. Mais les syndicats, au début, ils ne sont pas forcément unis. Force ouvrière, c'est 20 ans après la scission, c'est difficile de se retrouver avec la CGT. Mais entre-temps, il y a eu un accord en 66, CFDT, CGT. Et il y a un syndicat qui a un rôle fondamental et qu'on oublie souvent, c'est la FEN, parce qu'elle va du primaire au supérieur. Et oui, elle n'existe plus. Et elle a eu ce rôle d'être l'interface entre les étudiants, les ouvriers, et de ramener FO dans le giron. C'est pour ça qu'il y a eu cette unité syndicale. Aujourd'hui, c'est effectivement un peu plus difficile. Mais ça participe aussi d'une volonté. Est-ce qu'il y a cette volonté de le faire ou pas ? Lou Noirclair, j'entendais Marcel Petit il y a un instant dire on étouffait sous le gaullisme. Alors vous, à l'UNEF, vous étouffez pas encore sous le macronisme, il est là que depuis un an. Il a depuis qu'un an, mais c'est tout un système qui est remis en cause. Le système était déjà remis en cause en 68, il y a eu un basculement, un gros basculement, et depuis, il y a beaucoup de choses Bon, alors... Moi, je suis à l'UNEF, donc là, en ce moment, l'actualité fait que je vais beaucoup parler de la sélection à l'université. Sélection à l'université. Votre cheval de bataille. Principal. Pas que. C'est aussi la défense des étudiants en général et l'information des étudiants. Mais cette sélection à l'université, elle a voulu être instaurée par le pouvoir politique en place en 67-68. Elle est revenue sur la table en 86 avec le projet de loi de Vaquet, qui a été refusé par les étudiants à l'époque. Et depuis 2007, on aperçoit une décentralisation croissante des universités, avec du pouvoir qui est redonné aux universités, une division un petit peu, ce qui induit une division des universités entre elles, puisque les étudiants n'ont pas les mêmes problématiques sur chaque université. Vous avez peur qu'il y ait des disparités. Et actuellement, en 2018, eh bien, la sélection est remise sur la table. Donc, c'est pas... Quand vous parliez d'étouffer sous le macronisme, en fait, c'est étouffer sur des volontés, sous des volontés, depuis des dizaines d'années, d'instaurer des règles que peut-être les jeunes d'aujourd'hui ne souhaitent pas non plus et souhaitent pouvoir s'émanciper, pouvoir intégrer une université ouverte à toutes et à tous. Et c'est ce qui risque de ne plus pouvoir se passer à partir de la rentrée 2018. Alors, je vais poser une question à Marcel Petit, mais peut-être que tout le monde aura envie de réagir. Est-ce que quand j'essaie d'expliquer qu'on n'arrivait plus à mobiliser aujourd'hui autant qu'en mai 68, que le monde avait quand même un peu évolué, et Jean Vigreux nous rappelait que les choses ont changé, il y a un monde qui a disparu. Quand vous regardez quelqu'un que vous avez connu à Nanterre qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit, en 1968, était le leader ou l'un des leaders, avec Jacques Sauvageau et d'autres, de la contestation. Aujourd'hui, Daniel Cohn-Bendit, quand il appelle à voter Emmanuel Macron et qu'il soutient la politique d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous dites, vous, Marcel Petit, qui l'avez bien connu ? Je me dis que la lutte des classes et la lutte des castes traversent aussi les organisations politiques. Et qu'on n'avait pas tous les mêmes objectifs. Je me rappelle que Cohn-Bendit avait dit vous finirez tous ministres. Et il y en a qu'un qui a fini un peu. C'est lui. J'ai connu beaucoup de camarades qui font partie de l'élite, qui font partie de l'élite. J'ai bien connu Mélenchon, par exemple. Ah oui. Voilà. Il est toujours dans la rue, quand même, un peu. Oui, il est toujours dans la rue, mais il a quand même été ministre aussi. Oui. Tout le monde oublie un peu ça. Voilà. Mais je pense que ce qui a fédéré fondamentalement les mouvements, c'est la guerre du Vietnam.
tout le monde était anti-guerre. Tout le monde était pour US Guam. Et ça a vraiment fédéré internationalement tous les mouvements de jeunesse. Alors je reviens sur Daniel Cohn-Bendit une seconde pour savoir ce que vous lui diriez si vous le croisiez demain, vous qui l'avez connu à l'époque. Oh, j'ai aucune haine. Hein. Ça m'a fait un peu rigoler de voir ce long marcheur qui a commencé à l'extrême gauche et qui est fini, qui rêve d'être président de l'Union européenne, je pense. Ah oui. Je pense. Ouais, peut-être que les amis de Sébastien Mirec pourront l'aider. Sébastien Mirec, ça montre aussi que les choses ont évolué, que le monde a changé. Le monde a changé, mais peut-être pas tant que ça. Quand on voit Daniel Cohn-Bendit, on peut parler de ce personnage. On a eu plein d'autres qui sont venus En Marche et qui continueront à venir et qui montrent bien cette ouverture et cette discussion la plus ouverte possible avec cette concertation citoyenne. Sur le plan étudiant, je dis juste 2 mots sur ça. C'est le premier gouvernement, Emmanuel Macron, qui investit autant, 1 milliard sur le quinquennat. Donc ça veut bien dire que c'est une priorité, une des priorités, pour développer, pour aider, pour faire des parcours spécialisés, plus adaptés et une université plus humaine. C'est pas 1 milliard qu'il faut, c'est pas 1 milliard sur 5 ans, c'est 1,5 à 2 milliards par an qu'il faudrait pour que l'université puisse être ouverte à toutes et à tous. On va vous dire qu'il n'y a pas d'argent. Et avoir, mais l'argent, l'éducation et l'enseignement supérieur n'est pas un coût, c'est un investissement sur le long terme, sur l'avenir. La France a su s'endetter pour beaucoup de choses. Elle peut très bien s'endetter de 2 milliards par an pour réinjecter de l'argent dans l'enseignement supérieur afin d'avoir cette université française que l'on connaît depuis tant d'années qui reste ouverte à toutes et à tous, plutôt que la transformer dans certains cas peut-être en grandes écoles avec une sélection à l'entrée, des universités extrêmement élitistes, des universités qui, elles, vont être ce qu'on pourrait qualifier d'universités poubelles. C'est pas comme ça qu'on oriente les étudiants. Là, on les sélectionne. Vous voulez réagir? Je vous demande de faire des réponses courtes, car il reste à peine 5 minutes d'émission. 2 choses. D'abord, sur Cohn-Bendit, il y avait quand même des choses à expliquer. C'est l'évolution d'un personnage. Et bon, il n'est pas représentatif de l'ensemble de cette génération. À un moment donné, il y a aussi des enjeux particuliers, personnels. De Gaulle évoquait la vieillesse, un naufrage, peut-être. On pourrait revenir là-dessus. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui ces investissements. Mais comme l'a rappelé le dirigeant de l'UNEF, c'est beaucoup plus qu'il faudrait. Et la logique de l'autonomie des universités nous a mis quand même en concurrence, et c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, il manque des postes, on ne peut pas accueillir tout le monde, et qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'à l'université, elle ne va être réservée qu'à certains? Et c'est ça la grande peur aujourd'hui qu'ont non seulement les étudiants, mais aussi les enseignants. Et il faudrait qu'on ait des TD beaucoup moins nombreux, et qu'on ait véritablement un investissement sur le long terme, c'est-à-dire former la jeunesse de demain. Et c'est ça la démocratisation de l'enseignement supérieur. Marcel Petit, on a l'impression que les étudiants ne sont pas non plus dans la même dynamique qu'à l'époque. À l'époque, on avait l'impression d'un regard plus optimiste, plus positif en tous les cas sur l'avenir. Aujourd'hui, les étudiants voient clairement qu'ils ont peur de l'avenir. C'est vrai. Mai 68 était joyeux aussi. Je crois qu'on a oublié ça. Il me semble qu'il n'y a plus une jeunesse, il y a des jeunesses aujourd'hui. Il y a des jeunesses qui ne se croisent plus, qui ne se parlent plus, qui ont des intérêts très différents. Et je pense aussi qu'il faudrait penser qu'on a un Front National à 20%. Plus. Ou plus. Oui. Et que ça change fondamentalement la donne. Fondamentalement. Et que cette massification étudiante, qui existe quand même, est compliquée à gérer. Alors, je vais vous proposer de regarder des extraits d'un sondage via Voice qui ont été publiés par le quotidien Libération. 50 ans après les événements, 70% des Français interrogés jugent positivement l'héritage de mai 68 et son impact sur la société. Et puis, regardez aussi comment les Français voient mai 68 aujourd'hui. Pour 61%, c'est la convergence étudiant-ouvrier. Et pour d'autres, c'est plus l'un ou l'autre. Vous le voyez sur ce sondage. Alors, j'aimerais que ça nous amène à la question de la convergence des luttes, parce qu'on voit bien quand même que pour les Français, encore aujourd'hui, c'est la convergence des mouvements étudiants et ouvriers qui ont fait la particularité de mai 68. Aujourd'hui, on est loin de ça, Jean Vigreux. Alors, c'est la convergence des luttes. Il y a
ouvriers, étudiants, il y avait aussi les salariés. Hein. Il faut bien voir aussi le changement de la société, c'est l'entrée des femmes dans le monde du travail. C'est ça aussi qui est important en 68, c'est la jeunesse du baby-boom. On les retrouve à l'usine, les jeunes. C'est l'irruption aussi de la figure de l'immigré, hein, du travailleur immigré, que pendant longtemps on ne voyait pas, mais on le voit apparaître en 68. Donc il y a tous ces enjeux qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais dans votre sondage, qui est quand même toujours impressionnant, c'est-à-dire on veut essayer de picorer sur 68, mais 68 c'est un bloc, ça s'inscrit dans quelque chose de global, et on va nous présenter, on va tirer, il n'y a que 14% les travailleurs. Non, c'est la plus grande grève ouvrière, plus importante que celle du Front populaire. Alors oui, l'idée de la convergence des luttes, mais cela vient aussi peut-être de la structuration du monde syndical aujourd'hui en France, qui est ultra divisé. Et peut-être qu'il faudrait arriver à dépasser ces divisions pour aller vers cette convergence des luttes. Mais là, c'est une autre histoire. Hein, elle doit se construire. Il n'y a pas de modèle historique en tant que tel. C'est ce qu'a appris peut-être 68, c'est qu'on n'a pas un modèle qui se répète. Il faut l'inventer, et il est de son présent, et il est de son moment. Ça vous surprend, ce regard des Français sur mai 68 ? Un petit peu. Je crois qu'on oublie aussi la disparition du prolétariat. L'industrie, les usines ne sont plus autant, présentes qu'à cette époque-là. Et ça change beaucoup la donne. Même s'il existe un nombre encore important d'ouvriers, hein, le problème, c'est quelle remarque on en a, et puis surtout ce qui encadrait ce monde ouvrier, un parti communiste très fort, une CGT très forte, il y a ces enjeux-là aussi. Une tradition ouvrière aussi importante qui est... Loup Noir Clair. Oui, je voulais revenir sur cette convergence et ce rapport à mai 68. On en revient toujours à c'est aussi le but de l'émission de comparer les mouvements actuels au mouvement de mai 68, mais comme le disait Jean Vigreux, extrêmement bien, c'est qu'on ne bâtit pas l'histoire en répétant, en essayant de se rapprocher au mieux d'un mouvement qui a réussi à son époque. Les étudiants, ils ont changé aussi. Il y a des similitudes à l'heure actuelle avec mai 68. Il y a un contexte global qui peut comporter également des similitudes, mais pas que. Et pour le reste, seul l'avenir nous le dira. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette émission en direct. Merci à vous de nous avoir suivis. Jean Vigreux, je cite vos ouvrages qui viennent de paraître, Croissance et Contestation 1958-1981 aux éditions du Seuil et mai 68 en Bourgogne aux éditions universitaires de Dijon. Merci à tous. Merci. Bon dimanche.